C'est l'heure de vous informer sur Règle Magazine, madame, monsieur. Bienvenue à la grande édition du journal sur nos antennes. À la une d'actualité, après signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le vendredi dernier, Massad Boulos, conseiller spécial du président américain pour l'Afrique, s'engage à soutenir la mise en œuvre de l'accord. À l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement exhorte l'ONU à renforcer le mandat de la MONUSCO. La feuille de route du retrait de cette mission toujours en vigueur. À Lubumbashi, la paroisse Saint-François d'Assise a été fermée suite à sa profanation dans la nuit du 30 au 1er juillet 2021. C'était tout pour les principaux titres. Place au développement. C'est mardi au Centre culturel et artistique du pays d'Afrique centrale, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi, a procédé solennellement au lancement du Forum national sur les droits de la réparation. Pour le Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit et victimes des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, qui organise cet événement avec l'appui du ministère des Droits humains. Ces assises prévues du 1er au 4 juillet dans la capitale congolaise sont un moment d'écoute, d'engagement et de construction collective autour de la justice pour les victimes. Suivez. Dans son allocution, le chef de l'État a révélé l'importance de ces travaux qui n'ont rien d'habituel. Ce forum national sur la mise en œuvre des droits à la réparation n'est pas un rendez-vous ordinaire. Il marque une rupture décisive avec l'oubli, l'indifférence et l'impuissance. Il traduit l'engagement résolu d'une nation qui choisit de placer la dignité des victimes au cœur de sa quête et de justice et de réconciliation, a-t-il indiqué. Conscient des enjeux de ces assises dans la réhabilitation des victimes du Génocoste, le président de la République a affirmé que la République démocratique du Congo ne pourra se construire sur le blessure ignoré. La réparation n'est ni faveur ni acte d'assistance, elle est un devoir de justice. Au lendemain de la signature de l'accord de paix à Washington, censé mettre fin à l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, le chef de l'État a réitéré sa volonté d'offrir aux victimes un environnement meilleur et martelant sur la justice et la réparation. S'adressant à l'assistance au sujet de la prise en charge des victimes, le chef de l'État a insisté, nous leur devons le vérité, la justice, la réparation et surtout nous leur devons un avenir. Plus jamais ces atrocités ne se produiront. C'est aussi avec elle, sans exclusion aucune, que le cœur du Grand Congo devrait battre avec courage. Avant d'éclore son intervention, le chef de l'État a rappelé l'assistance, l'urgence de mettre en place un environnement paisible dans la justice. Nous n'avons pas le droit de trahir l'espérance des victimes. Nous leur devons vérité, justice et réparation. Et surtout, nous leur devons un avenir. Plus jamais ces atrocités ne se reproduiront. Intervenant plus tôt dans cette activité, M. Pata, directeur général du FONAREV, a insisté sur la question des réparations des victimes. Ces travaux visent à franchir l'ensemble, une étape essentielle en tant que nation et peuple résilient. Pour lui, réparer ne se résume pas à une simple indemnisation financière. Réparer, c'est aussi surtout reconnaître, c'est reconstruire des vides et des communautés, des liens sociaux brisés. Quant à la ministre des Droits humains, Mme Chambou Mwavita, à travers ces forums, la réparation est placée au centre des priorités nationales. Elle est un droit, une exigence de justice, un fondamental des plus durables. Elle est aussi un signal fort envoyé aux victimes, a-t-elle affirmé. De nombreuses personnalités, à la fois publiques, politiques, ont pris part à cette activité. Ces travaux s'inscrivent dans le cadre d'un long processus mémorial qui vise, selon les organisateurs, à finaliser la stratégie nationale à lancer officiellement le programme de réparation. Après la signature vendredi dernier de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, place à la mise en œuvre. Dans un extrait de sa déclaration publiée ce mercredi 2 juillet 2025 sur son compte X, Massad Boulos, conseiller spécial des États-Unis pour l'Afrique, a fait savoir que les États-Unis s'engagent à soutenir chaque étape de la mise en œuvre du dit accord. Suivez. La priorité est désormais de traduire les engagements en actes. Les États-Unis sont prêts à soutenir chaque étape, a dit Massad Boulos. Par ailleurs, Massad Boulos a indiqué que les États-Unis sont déterminés à instaurer la paix dans la région du Grand Lac.
Je viens de m'adresser aux médias au sujet de l'accord de paix signé ici au département d'État entre la RDC et le Rwanda. Il témoigne de la détermination des États-Unis à contribuer à mettre fin à un conflit qui dure depuis plus de 30 ans et instaurer la paix et la prospérité dans la région des Grands Lacs, a-t-il enrichi. Cet accord conclu entre la RDC et le Rwanda prévoit le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non. Cet accord conclu entre le Rwanda et la République démocratique du Congo prévoit le désengagement, le désarmement et l'intégration conditionnelle des groupes armés non étatiques, la mise en œuvre des mécanismes conjoints de coordination de la sécurité intégrant les CONOP du 31 octobre 2024. La facilitation du retour de réfugiés et de personnes déplacées à l'intérieur du pays, l'accès humanitaire et un cadre d'intégration économique régionale. Poursuivant une crise au secours, le Conseil provincial de la jeunesse au Kasaï central, au centre de la République démocratique du Congo. La tension est née de la réhabilitation du président de cette institution, Emmanuel Kabango, par le gouverneur Moïse Kamboulou, alors que celui-ci avait été suspendu par le ministre provincial de la jeunesse pour immoralisme. Les autres membres refusent de travailler avec lui et réclament la convention d'une nouvelle assemblée générale. Suivez. Une vive tension règne au sein du Conseil provincial de la jeunesse du Kasaï central. Ce mardi 1er juillet 2025, les 12 membres de l'institution ont catégoriquement refusé de collaborer avec leur président réhabilité par le gouverneur après une suspension pour immoralité, acte qui ternit l'image de l'organisation. Ce bureau du Conseil provincial de la jeunesse a été élu pour défendre et accompagner les structures du mouvement des jeunes au Kasaï central. Et nous ne pouvons pas trahir notre jeunesse où l'image est ternie depuis plus de 2 mois. Nous avons dit que les jeunes doivent récupérer leur image qui avait été ternie parce que nous avons été surpris de comprendre que notre président avait fait du moralité à travers notre réceptionniste au bureau. Mais le bureau est salué. Comment nous devons rentrer dans ce même bureau sans que nous puissions préparer, torchonner et ranger le bureau? Face à cette situation, les 12 membres insistent sur la nécessité de restaurer l'image de la jeunesse et appellent à une intervention des autorités pour convoquer une assemblée générale. Ils estiment que seule cette instance peut légitimement résoudre la crise et décider de l'avenir de la direction. Aujourd'hui, il n'y a que l'Assemblée générale qui est habilitée à remettre de l'ordre au sein du Conseil provincial de la jeunesse. Voilà pourquoi nous recommandons aux autorités de convoquer en urgence l'Assemblée générale pour trancher de la question qui divise le Conseil provincial de la jeunesse. Le président du Conseil provincial de la jeunesse a été suspendu par le ministre provincial de la jeunesse du Kasaï central. Il lui était reproché 2 abus sexuels au sein de l'institution. Sa réhabilitation est fortement désapprouvée par ses proches collaborateurs. À la suite de la détérioration de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo, la feuille de route du plan de retrait de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, ne peut être mise en exécution actuellement. Ce qu'a été révélé Hippolyte Mfulu, chargé d'affaires et premier conseiller à la mission permanente de la République démocratique du Congo à l'ONU devant le Conseil de sécurité à New York. Suivez. Au regard de l'évolution de la situation sur terrain, Hippolyte Mfulu Kingunzila, chargé d'affaires, a réitéré la demande de son gouvernement sollicitant le renforcement du mandat de la MONUSCO. Au vu de réalités sur terrain et en perspective d'une responsabilisation éventuelle de cette force qui pourra dicter l'évolution de la situation sur le théâtre des opérations à l'est de la République démocratique du Congo, nous exhortons les conseils de sécurité à bien vouloir renforcer la MONUSCO pour une délivrance optimale d'un mandat supplémentaire
qu'il me soit permis de rendre hommage aux soldats de la force de la SADC et toute la communauté de la SADC pour le sacrifice consenti et l'appui qu'ils ont apporté à un moment difficile de l'histoire de mon pays. La décision de retrait de ces forces par le chef de l'État et gouvernement de la SADC réunis en sommet extraordinaire le 13 mars 2025 a mis un terme à la mission de la SAMIR ainsi qu'aux obligations de soutien logistique et opérationnel par la MONUSCO qui découlaient de la résolution 2746 du 6 août 2024. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, a fermé mardi 25 juin 2024 son bureau de Bukavu, centre névalique de ses opérations au site Kivu depuis plus de 20 ans. Alors qu'un événement de haut niveau comme convenu avec le gouvernement de la RDC, la mission achèvera son retrait du sud Kivu le 30 juin 2024, marquant ainsi la fin de la première phase de son désengagement du pays. En décembre dernier, le mandat de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation au Congo a été renouvelé à l'unanimité par les conseils de sécurité pour une durée d'une année, soit jusqu'au 20 décembre 2025. Ce nouveau mandat est particulier car prolonger le séjour de la mission onusienne en République démocratique du Congo alors qu'elle avait déjà enclenché un désengagement sur terrain, notamment au site Kivu après une vingtaine d'années de présence. Mais la situation sécuritaire n'est pas encore rassurante, particulièrement dans l'Est, où la rébellion du M23 occupe de vastes zones dans les provinces du Nord et Sud Kivu. La paroisse Saint-Françoise d'Assise a été fermée suite à sa profanation dans la nuit du 30 juin au 1er juillet 2025 à Lubumbashi, au sud-ouest de la République démocratique du Congo. La décision de fermer cette paroisse située dans les quartiers Léano a été prise par Monseigneur Emmanuel Mouma, vicaire général chargé des œuvres au sein de l'archidiocèse de Lubumbashi. Le bilan fait état de plusieurs objets et ornements liturgiques volés ou brûlés. Les tabernacles et les saints sacrements ont été aussi profanés. Une statue de la Vierge Marie a été brisée, une autre emportée. Images et commentaires. La porte de la paroisse Saint-François d'Assise dans l'archidiocèse de Lubumbashi est fermée jusqu'à nouvel ordre. Cette décision intervient après des actes de vandalisme et de profanation perpétrés par deux personnes non identifiées. Aucune activité ne sera organisée durant la période de fermeture. Monseigneur Emmanuel Moumba, vicaire général chargé des œuvres, a procédé à cette fermeture sur instruction de l'archevêque Monseigneur Fulgence Mouteba Mugalou. Les dégâts sont importants, objets ligurgènes emportés ou brûlés, symbole de la foi catholique attaquée. Mais du côté de la hiérarchie de l'Église, les portes sont verrouillées. La prière ne peut plus être organisée dans un milieu ou dans une église qui a été profanée. C'est l'archevêque qui doit venir pour célébrer la messe ici, afin d'ouvrir l'Église à la pratique du culte du peuple de Dieu. Et pendant ce temps, pendant que nous fermons ces portes-là, au nom de l'archevêque, que la communauté chrétienne organise la prière dans les CV, dans leurs maisons. Privés de leur lieu de culte, les paroissiens doivent prier en famille ou en communauté. Leur douleur est palpable, leur tristesse profonde. À travers les signes que nous avons pu voir, nous pouvons dire que c'est tous les objets qui rentrent dans la consécration ou dans la célébration de la messe. Vous savez, pendant la Sainte Messe, c'est le Christ lui-même qui opère à travers ses ministres. Il descend au milieu de son peuple. Mais ce qui reste comme symbolique de la présence de Jésus-Christ, c'est l'hostie consacrée que nous appelons le Saint-Sacrement de l'autel. Ces actes de vandalisme surviennent dans un contexte des conflits fonciers portés devant la justice depuis plusieurs années. À Lubumbashi, plusieurs paroisses, chapelles et couvents sont souvent victimes de vandalisme. L'archidiocèse appelle à renforcer la sécurité des œuvres catholiques et de la population. Sentiment tukunao tu ni huzuni parce que ni bitu tunaanza kubisikia kambali kuma pawasi ingine binapitikana encore mukanisa saa hii nyumba ya Mungu vraiment ni hasikitiko vraiment ile tukunayo hapa. Bon, on ne peut pas aller par quatre chemins. D'ailleurs, chez
kama unaangalia paroisse yetu Saint François d'Assise tuko na ma conflit parcellaire. Première impression d'abord, c'est un ennemi qui nous connaît. Autre chose à présent, le directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux ACGT, en sigle Nico Nzaou, a présenté le besoin de la République démocratique du Congo en termes d'infrastructures lors de la présentation des projets en quête de financement au Forum d'affaires et investissement RDC-Japon qui s'est tenu à Osaka au Japon. Nico Nzaou s'est éventuellement focalisé sur les domaines des infrastructures routières. On écoute le directeur général de la CGT dans cet extrait de la vidéo choisie par notre rédaction. Nous sommes transversales, entre guillemets, parce que nous jouons sur tous les secteurs. Nous travaillons sur le secteur routier, le secteur de voirie, ferroviaire et partout. Alors, mais aujourd'hui, nous allons seulement parler d'un secteur qui est le secteur routier. Pourquoi ? Tout simplement parce que les autres secteurs seront abordés par mes collègues dans le secteur opérationnel. Mais nous parlons de la route parce que aujourd'hui, la route fait défaut en RDC. Alors, il y a un proverbe chez nous qui dit « Si vous voulez devenir riche, si vous voulez vous développer, il faut construire la route. » C'est la raison pour laquelle maintenant, nous ne parlons que de la route. Alors, depuis 2 ans à peu près, le président de la République a demandé à ce que nous puissions travailler uniquement sur les routes, sous l'impulsion de Madame la Première ministre qui est ici. Donc, nous avons développé toute notre énergie pour pouvoir développer les secteurs routiers. En RDC, c'est un grand pays. Nous avons juste à peine 52 000 km de route. Mais vous imaginez que sur les 52, à peine nous avons 7400 km de route bitumée. Ce qui fait de notre pays le pays le moins développé en Afrique centrale, où tous les pays ont un seuil à peu près de 25% de routes asphaltées. Et nous sommes aux alentours de moins de 10%, ce qui n'est pas intéressant. Alors, toutes les ressources actuelles sont convergées vers les routes. C'est pour cela, vous voyez, depuis un certain temps, nous développons des grands projets comme le ROCAD, nous développons des grands projets comme la connexion entre la ville d'Mbujimai et Gouba, qui va être le plus grand projet que nous sommes en train de construire sur un linéaire à peu près de 900 km. Et cette route sera livrée dans 3 ans, ce qui sera déjà une grande chose. Mais à côté de cela, quand vous regardez le pays qui est à peu près 8 fois plus que le Japon a aux alentours de 1 million de routes. 8 fois plus petit que chez nous et 1 million de routes. Donc ce sont des gens qui ont construit et je pense que pour le moment ils vont se reposer et nous invitons donc les entreprises japonaises qui ont déjà construit chez eux de venir pouvoir construire chez nous. Et l'autre opportunité que nous donnons aux entreprises japonaises, c'est que nous, en tant qu'agence congolaise de grands travaux, quand nous avons listé un certain nombre de projets dont les fiches sont prêtes ici et des études sont disponibles, que nous pouvons mettre à leur disposition, mais toutes ces études dont nous parlons, eh bien, nous ne pouvons développer que 30%. Cela signifie que 70%, nous sommes potentiellement incapables de le faire, non pas parce qu'on n'a pas la technologie, mais tout simplement, on n'a pas assez de bureaux d'études. Nous avons lancé donc un appel d'offres depuis un certain temps pour que les 70% autres puissent être, n'est-ce pas, étudiés par les entreprises privées. Donc voilà l'occasion pour nous de dire aux entreprises japonaises et le bureau d'études de venir en RDC parce que nous avons du travail à leur donner. Nous voulons travailler ensemble. Nous voulons également pouvoir bénéficier de leur technologie, mais nous voulons également faire, n'est-ce pas, travailler avec eux ensemble pour développer notre pays. Parce que au jour d'aujourd'hui, on parle de mines, on parle de tous les secteurs, mais dites-vous bien que le secteur le plus important, les leviers les plus importants après, n'est-ce pas, l'homme, c'est la route.
Quittons la RDC pour parler du Togo. Alors que le pays traverse une nouvelle vague de troubles, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, appelle dans un communiqué publié le 30 juin dernier à la retenue et au dialogue entre les différents acteurs politiques et sociaux du pays. Cette déclaration intervient après 3 jours de manifestations, soit du 26 au 28 juin 2025, émaillées des violences principalement à Lomé. Des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants ont causé plusieurs morts, au moins 7 personnes selon les sources de la société civile, dont des ressortissants béninois retrouvés noyés dans les conditions encore floues. Suivez. La commission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a réagi aux manifestations qui ont secoué le Togo à la fin du mois de juin. Dans un communiqué publié depuis Abuja, la CEDEAO exprime sa préoccupation face aux violences survenues à Lomé et dans d'autres villes du pays. Elle déplore les pertes humaines et appelle à la retenue tout en encourageant les acteurs politiques à privilégier le dialogue. Mais cette réaction mesurée intervient dans un climat déjà tendu, la répression a été sévère. Des vidéos troublantes montrent des forces de sécurité usant de gaz lacrymogène, de matraques et procédant à des arrestations violentes, parfois jusque dans les domiciles. Le bilan est lourd, au moins 7 morts selon la société civile, dont 2 ressortissants béninois retrouvés noyés dans des circonstances obscures. Sur le terrain, des voix s'élèvent. Le professeur David Dessé et d'autres acteurs de la société civile demandent l'ouverture d'enquêtes indépendantes et alertent sur une colère populaire grandissante. Dans un climat déjà fragilisé par la récente démission du gouvernement togolais, la CEDEAO devra se positionner avec discernement pour préserver la stabilité sans pour autant cautionner l'autoritarisme. Chutons avec le sport. La Coupe d'Afrique des Nations féminines se tiendra du 5 au 26 juillet 2025 au Maroc, réunissant 12 nations du continent autour de la plus prestigieuse compétition féminine africaine. Le tournoi se déroulera dans plusieurs villes marocaines, notamment Rabat, Casablanca, Oudia, Mohamedia et Berkane. Suivez. Répartis en 3 groupes de 4 équipes, les sélections disputeront une phase de groupe intense avant d'accéder aux phases à élimination directe. Les 2 premières équipes de chaque groupe ainsi que les 2 meilleures troisièmes se qualifieront pour les quarts de finale. Parmi les principales prétendantes au titre figure le Nigeria, 11 fois championne, l'Afrique du Sud tenante 10 titres, les Ghana et les pays hôtes, le Maroc, qui affiche de grandes ambitions. Quant à la République démocratique du Congo, des retours dans la compétition tentera de créer la surprise dans le groupe A relevé. Les compositions des groupes sont les suivantes. Dans les groupes A, on retrouve la Zambie, le Maroc, le Sénégal et la République démocratique du Congo. Dans le groupe B, on retrouve le Nigeria, en soi championne, la Tunisie, l'Algérie ainsi que les Botswana. Dans le groupe C, l'Afrique du Sud, tenante 10 titres, sera face au Ghana, au Mali ainsi que la Tanzanie. C'était tout pour ce journal, mais avant de nous séparer, le rappel des titres. Après signature de l'accord entre la République démocratique du Congo et le Rwanda le vendredi dernier, Massad Boulos, conseiller du président américain pour l'Afrique, s'engage à soutenir la mise en œuvre de l'accord. À l'est de la République démocratique du Congo, le gouvernement exhorte l'ONU à renforcer le mandat de la MONUSCO, la feuille de route du retrait de cette mission toujours en veilleuse. À Lubumbashi, la paroisse Saint-François d'Assise a été fermée suite à sa profanation dans la nuit du 30 au 1er juin 2025. C'était tout pour ce journal. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne continuité des programmes sur nos antennes du Aigle Magazine. Merci. Votre agence de communication à la